Docteur Tillier, Bonjour. alors aujourd'hui on va parler de la lutte contre la bactérie Xylella fastidiosa. C'est une bactérie qui a fait son apparition en Italie, notamment, et qui ravage les oliviers italiens et qui est en train de dériver vers la Corse. Donc le foyer a été déclaré en Italie en 2013 et désormais en Corse. Quels sont les symptômes de cette bactérie? Oui, alors en 2013, le premier foyer européen de la bactérie du genre Xylella fastidiosa s'est déclaré dans les Pouilles, dans le sud de l'Italie, dans la province de Lecce, et atteint les oliviers, les amandiers et les lauriers. Il atteint les trois. Évidemment, les oliviers, c'est plus problématique parce que, au point de vue économique, l'Italie est un gros producteur d'huile d'olive, le deuxième dans le monde, évidemment, hein, après l'Espagne. Je crois que c'est 500 millions de tonnes, c'est considérable. Et dont 30% dans cette région. Donc c'est vraiment un problème économique. Et alors, dans cette région, d'ailleurs, nous avons 2 200 000 oliviers à peu près. Et 30% sont déjà atteints, c'est-à-dire morts, qu'on est obligé de déraciner. Donc c'est vraiment dramatique. Alors quels sont les symptômes? On note d'abord sur le bord de la feuille de l'olivier comme une brûlure, un dessèchement qui va rejoindre le centre de la feuille, et donc elle va avoir un aspect complètement desséché. Donc elle va passer du jaune au brun foncé, on le voit assez régulièrement même pour nos plantes. Ensuite, ces feuilles desséchées et les drupes, c'est-à-dire les olives, sont flétries, mais elles restent accrochées, elles ne tombent pas. Très curieux, très particulier. Et ensuite, si la maladie se propage, on va avoir des rameaux du houppier qui vont être atteints de façon aléatoire. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le houppier qui va être atteint. On va avoir des rameaux extrêmement, toujours en pleine vitalité, et d'autres complètement desséchés et morts. Et puis ensuite, le troisième stade, évidemment, l'arbre, l'olivier meurt, et on est obligé, évidemment, de l'arracher. Alors, ce syndrome rapide, ce qu'on peut dire, du déclin des oliviers, il a été appelé en Italie Codiro, parce que nous n'avions pas d'équivalent dans le monde d'atteinte des oliviers par Xylella fastidiosa. On n'en avait pas, car c'est une bactérie qui faisait des ravages seulement dans les Amériques. Et c'est la première fois qu'on a le foyer en Europe, et malheureusement, apparemment, un démarrage de foyer en Corse. Quels sont les mécanismes phytopathogéniques de ce genre de bactéries? Oui, alors, les mécanismes sont assez simples. Ce genre de bactérie Xylella fastidiosa, c'est une bactérie gram négatif. Gram négatif. Aérobie stricte. Elle a besoin d'oxygène. Ce n'est pas une anaérobie. Et qui est transmise directement dans les vaisseaux du xylème, de l'olivier ou de n'importe quelle plante. Alors le xylème, ce sont les vaisseaux qui transportent la sève des racines pour aller jusqu'en haut, c'est-à-dire l'eau, les nutriments. Et par contre, après, quand la feuille va faire avec la photosynthèse les molécules de carbone, etc., ça ira dans un autre circuit, le phloème, qui va descendre en bas. Donc vous avez une double circulation. Et donc Xylella fastidiosa va être introduite par un insecte piqueur-suceur qui se nourrit que de la sève, et donc va rentrer directement à l'intérieur de ce tuyau. Et en rentrant à l'intérieur donc des vaisseaux du xylème, les bactéries vont s'accrocher aux parois, et les parois des vaisseaux du xylème sont des parois de cellules mortes. Et elles vont s'accrocher, donc comme elles sont mortes, elles ne vont pas pouvoir se défendre.
elles vont s'accrocher, elles vont s'entendre entre elles, elles ont un langage. Les bactéries, c'est un monde intelligent. Elles ont un langage, et donc pour être plus fortes, pour mieux retenir les aliments, pour mieux se défendre aussi éventuellement des agresseurs, c'est-à-dire des agresseurs des peptides antimicrobiens que la plante pourrait produire, elles vont sécréter un gel, ce qu'on appelle un biofilm, et donc ça va faire une espèce de gomme, une boursouflure sur le xylème. Mais si cette boursouflure gonfle, elle bouche le canal, et la plante ne peut plus être alimentée par les aliments qui viennent du sol et l'eau, et elle meurt. La physiopathologie est simple. Vous avez parlé de cette bactérie qui existe aux États-Unis, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud également, et au Canada. Quels étaient les hôtes atteints, et quels sont les hôtes atteints là-bas? Oui, alors, en dehors des Amériques, du Sud et du Nord, en dehors des Amériques, Xylella fastidiosa, depuis un siècle, n'avait pas établi sa résidence, si je puis dire, ailleurs. Et donc, on voyait essentiellement 4 à 5, disons, atteintes d'hôtes avec des symptômes fort différents. On avait une maladie qu'on appelle la chlorose panachée de l'oranger et du caféier, c'est-à-dire une décoloration plus ou moins importante des feuilles avec la production de petits fruits, des fruits de petite taille. Alors, ces symptômes ont été observés la première fois en 1987 au Brésil, dans l'état de Sao Paulo. Ensuite, là, connu depuis longtemps, depuis un siècle, depuis la fin du 19e, la maladie de la vigne, la maladie de Pierce de la vigne. Alors là, c'est une autre forme de symptômes. On voit des taches rougeâtres et des jaunissements au niveau des feuilles. Et lorsque les feuilles tombent, la branche ne fait plus de sarment. Donc, on n'a plus de lignification. Les vignerons appellent ça, il n'y a plus d'ahoutement. Et puis alors, ce qui est très curieux, c'est que quand les feuilles tombent, à la chute de la pièce foliaire qui relie donc la feuille à son rameau, à sa tige, reste sur place. Très particulier. Alors, la première flambée aux États-Unis, aux USA, a été en 1881. À Los Angeles, ça a détruit 14 000 pieds de vigne sur une cinquantaine de vignobles qui ont été évidemment obligés d'être abandonnés. Et depuis, en Californie, régulièrement, tous les 10-15 ans, on a des flambées sérieuses de cette maladie qu'on n'a pas pu éradiquer. Ensuite, au niveau des amandiers et des lauriers, en particulier le laurier rose, on a les mêmes symptômes que sur l'olivier en Italie, c'est-à-dire ce brunissement, jaunissement, puis brunissement de la feuille qui devient complètement desséchée, brune. Une autre maladie, c'est la coloration verte des feuilles accompagnée du nanisme de la luzerne. Donc la luzerne aussi peut être atteinte. Et enfin, la dernière maladie la plus connue, c'est le port tombant de la réduction des entrenœuds chez le pêcher. Alors quand on voit les pêchers, on voit bien les entrenœuds avec leur pêche tombent, c'est le port tombant. Donc voilà essentiellement les grandes caractéristiques aux États-Unis des maladies provoquées par le genre Xylella fastidiosa. Quelles espèces du genre Xylella fastidiosa existent aux États-Unis?
Alors aux États-Unis, on en a trouvé 3 et en fait maintenant 4 espèces du genre Xylella fastidiosa. La première espèce, elle s'appelle fastidiosa, donc c'est la bactérie Xylella fastidiosa fastidiosa, qui est distribuée au Mexique, aux USA et au centre-est du Canada, et qui est pathogène pour la vigne, l'oranger, l'amandier, le caféier. Voilà pour cela. La deuxième espèce, c'est Xylella fastidiosa multiplex, la plus courante. Elle est distribuée, là pas du tout au Canada, mais USA et Brésil, et touche l'amandier, le pêcher, le prunier, la myrtille, la myrtille et le pacanier, je crois. Voilà. Ensuite, vous avez la troisième espèce, qui est l'espèce Xylella fastidiosa pauca, P-A-U-C-A, qui est distribuée en Amérique du Sud. Celle-là, elle n'est pas du tout au Canada et en Amérique du Nord. Elle est au Brésil, Uruguay, Paraguay et Argentine. Et elle provoque une maladie sur l'oranger et le caféier. Et puis enfin, une dernière qui vient d'être trouvée, une quatrième espèce, Xylella fastidiosa sandui, qui est distribuée aux USA et attaque que le laurier rose. Voilà les 4 espèces de bactéries que nous trouvons. Et alors en Italie, laquelle de ces espèces est apparue? Alors, en Italie, vous pensez bien que les Italiens, qui sont d'excellents chercheurs, évidemment, n'ont pas traîné à vouloir découvrir quelle était l'espèce, évidemment, si elle avait été importée des USA, de l'Amérique ou du Canada. Alors, ils l'ont comparé, donc ils ont fait les prélèvements de cette souche de bactéries qui s'attaquent aux oliviers. On n'avait pas connu ça avant. Et ils l'ont comparé à 7 génomes d'espèces connues. Celles qui s'attaquent à la vigne, celles qui s'attaquent au laurier, celles qui s'attaquent aux orangers, etc. Donc on en a pris 7 qui couvraient toutes les maladies des Amériques, du Sud et du Nord. Et on s'est aperçu que ce n'était pas une multiplex ni une fastidiosa. Un élément important, très important pour nos viticulteurs. Et on s'est aperçu, en fait, qu'elle était proche de la bactérie brésilienne espèce Pauca, qu'on ne savait pas, on ne connaissait pas sa capacité à attaquer les oliviers, puisque en Amérique du Sud, elle s'attaquait qu'aux orangers et qu'aux caféiers. Donc voilà, on sait donc actuellement, en Italie, qu'elle provient de l'Amérique du Sud, avec une modification de ses capacités, puisqu'elle s'attaque essentiellement, donc en Italie du Sud, principalement aux oliviers, mais aussi quand même, n'oublions pas les amandiers, et aussi les lauriers. Un élément qui est tout de même rassurant, c'est dans ce que vous dites, c'est que la vigne, que ce soit pour les vignobles italiens, les vignobles français, la vigne n'est pas touchée par cette bactérie. Ce qui n'exclut pas qu'une autre bactérie arrive, puisque vous avez parlé de la vigne qui était touchée en Amérique du Nord. Oui. Alors, évidemment, il y a des contraintes internationales et l'Europe fait très attention au mouvement. C'est-à-dire qu'évidemment, on n'a pas le droit de faire venir des USA, de Californie, là où la maladie de Pierce de la vigne existe. Vous pensez bien que peut toujours y avoir des fraudes, mais tout ça c'est surveillé quand même, heureusement. Donc c'est sûr que c'est rassurant que ça soit l'espèce Pauca, puisque l'espèce Pauca n'est pas du tout connue, contrairement à Fastidiosa, n'est pas du tout connue pour attaquer la vigne, ce qui est quand même rassurant pour les vignes du sud de la France et italiennes, et
corse, parce qu'ils ont été très inquiets et j'ai été interrogé par beaucoup de vignerons, en Bourgogne en particulier, qui étaient évidemment très inquiets parce qu'ils pensaient qu'il n'y avait pas de possibilité d'éradication, si ce n'est que d'arracher les vignes. L'Union européenne, pour le moment, a décidé de confiner la zone touchée et d'arracher les oliviers atteints. Selon vous, est-ce que c'est la meilleure des solutions? Est-ce qu'il n'existe pas une place pour les antibiotiques, notamment pour combattre Xylella fastidiosa? Alors, rappelons qu'aux Amériques, effectivement, on n'a jamais pu éradiquer. Antibiotiques, pesticides, la bactérie du genre fastidiosa, quand elle est établie dans une région, elle y reste. C'est au moins un constat. Malgré les très gros moyens, même universitaires, qui ont été déployés pour ce handicap économique. Pourquoi il n'y a pas d'éradication? Parce que cette bactérie, elle peut aller dans beaucoup de hôtes, de plantes différentes. Et elle va même dans des plantes sans donner de symptômes. En particulier, l'équivalent du gazon, elle peut aller se réfugier là-dedans. On a vu tout à l'heure la maladie de la luzerne. Mais elle peut aller la plupart du temps dans des adventices sans donner de souffrance de la plante. Et là, elle est bien tranquille, elle se multiplie. Et à ce moment-là, les insectes piqueurs, suceurs de sève viennent la prendre et peuvent voler, si c'est mitoyen avec une vigne, pour la transporter à la vigne, ou si c'est mitoyen avec un oranger, pour lui communiquer un oranger ou un caféier. Donc il y a une multitude des plantes hôtes, dont certaines n'ont pas de symptômes, et qui sont, évidemment, on s'est rendu compte qu'ils étaient les réservoirs, d'où l'éradication est très difficile. En plus, évidemment, l'utilisation des antibiotiques, et vous le savez bien actuellement, je crois que personne s'y lancerait, surtout en Europe, pour ne pas sélectionner encore une résistance, c'est-à-dire une Xylella fastidiosa absolument insensible à n'importe quelle agression, enfin n'importe quel antibiotique. Et donc, il est préférable d'utiliser d'autres solutions. Le problème du confinement, c'est tout de même que ça peut empêcher, notamment en Italie, à toute une partie du sol italien d'accueillir les oliviers. Donc il y a un vrai problème économique. Oui, absolument, parce que d'abord ils avaient des serres. C'est un pays de serres, évidemment, la chaleur, etc. Donc vous avez une interdiction de commerce. Non seulement 30% d'oliviers atteints, détruits, donc diminution du rendement, et donc évidemment de très graves difficultés des entreprises atteintes, mais ils ne peuvent plus envoyer des plants d'oliviers ailleurs. Or, ils étaient fournisseurs. Et c'était une autre partie économique. Et donc là, l'Europe, elle a confiné vraiment les pouilles. C'est vraiment très bien fait, très bien surveillé. Sur ce plan-là, on sait faire. L'Europe a su, depuis quand même une quinzaine d'années, développer une méthodologie pour empêcher la propagation. Est-ce qu'il existe des alternatives aux antibiotiques? Ah oui, bien sûr. Je suis d'ailleurs étonné, quand j'en ai parlé avec ceux qui m'ont consulté, les gens du Sud, y compris même des oliveraies françaises qui sont inquiètes. Il y a des solutions alternatives. La première solution élégante, c'est l'utilisation de peptides antimicrobiens. Rappelons que le système immunitaire de l'homme, quand il est agressé, vous avez d'abord une réponse innée, qui est une première ligne de défense, qui est constituée de cellules mobiles spécialisées qui viennent phagocyter, manger l'intrus, l'agresseur. C'est le couteau suisse, c'est le GI américain, c'est vraiment la cellule à tout faire. Donc vous avez les macrophages,
vous avez les granulocytes neutrophiles, que tous les gens connaissent dans la prise de sang, qui ont cette fonction. Donc, ils phagocytent, c'est-à-dire qu'ils avalent, ils mangent, ils digèrent, et voilà, on n'en parle plus. Cette première ligne de défense est remarquable, hein, chez l'homme, comme chez les insectes, comme partout. C'est vraiment la meilleure ligne de défense. Les gens ne parlent toujours que d'anticorps, mais c'est toujours cette première ligne de défense qui est vraiment remarquable. Ensuite, après cette vague innée, si l'infection se prolonge, alors là, on passe à la réponse adaptative, c'est-à-dire qu'à nouveau avec des cellules mobiles, les lymphocytes B et les lymphocytes T, les lymphocytes B vont sécréter des anticorps pour essayer d'agglutiner l'agresseur, l'antigène ou la toxine qui arrive, de telle façon à ce qu'elle soit plus rapidement phagocytée, digérée par les macrophages toujours eux. Par contre, si c'est un virus, avec les lymphocytes T, si le virus rentre dans une cellule, le lymphocyte T tueur va tuer cette cellule pour éviter que le virus se propage. Bon, voilà pour l'homme. Et les plantes, elles n'ont pas du tout de cellules mobiles. Elles n'ont pas ce magnifique système de macrophages pour la réponse innée, qui mangent, qui phagocytent. Elles n'ont pas le système de sécrétion des anticorps avec les cellules mobiles des lymphocytes B. Et pourtant, elles sont peu malades. Donc, elles ont bien un moyen de défense. Alors, le moyen de défense qu'elles ont, c'est d'abord que la première ligne de défense des végétaux, c'est leur paroi. Hein, la paroi pectocellulosique est extrêmement résistante, pas facile à pénétrer. Et donc, quand elles sont agressées, la première façon de réagir, ça va être d'augmenter l'épaisseur, si je puis dire, de cette paroi, et même de modifier la molécule. C'est un dérivé un peu comme la cellulose, à partir du glucose, qui est la callose, et qui est vraiment, alors là, du béton armé. Donc, qui vraiment va vraiment décourager tout agresseur, bactéries, protézoaires, etc., qui voudraient agresser la plante. Donc elle devient imperméable aux éléments pathogènes, et évidemment, pour les insectes, ça ne va pas être consommable. Mais malheureusement, les plantes peuvent être attaquées d'une autre façon, c'est-à-dire pas qu'à la surface comme ça. Elles peuvent être blessées. En particulier dans les oliveraies, l'homme fait des coupes, etc. Il y a des machines. On secoue les arbres avec des outils spécialisés. On peut blesser, on peut égratigner la plante. De même, d'autres bactéries peuvent avoir des enzymes pour attaquer, dissoudre la paroi. Et à ce moment-là, dans ces cas-là, la bactérie va pouvoir rentrer à l'intérieur de la plante, se mettre entre les cellules. Et car entre les cellules passe un circuit d'eau. Et elles vont se mettre là-dedans. Cet espace vide entre les cellules végétales est appelé l'apoplasme. Apoplasme, voilà le terme technique. Mais elles peuvent aussi pénétrer les bactéries par des trous. Les feuilles, les plantes ont des trous. Hein? Alors, premièrement, il y a des stomates qui sont vraiment très difficiles à voir, hein, minuscules, qui sont dans l'épiderme des feuilles et qui permettent les échanges gazeux. Vapeur d'eau, l'oxygène, le gaz carbonique. Donc il faut bien que la plante capte le gaz carbonique, il faut bien qu'elle rejette l'oxygène. C'est grâce à cet échange que nous maintenons en permanence notre oxygène. Et puis, il y a aussi d'autres petits trous, les hydatodes, qui, eux, rejettent l'eau du xylème. Quand il faut rejeter de l'eau, ça passe par les hydatodes. Eh bien, il y a des bactéries qui sont malignes. Elles vont passer par les stomates ou elles vont passer par les hydatodes pour agresser la plante. Donc, dans ces conditions-là,
La plante, puisqu'elle est peu malade, on constate que les plantes, les végétaux sont très peu malades, ça prouve qu'elle a un système de défense immédiat, extrêmement rapide. Et pourquoi? Parce que les cellules végétales ont à leur surface des récepteurs membranaires qui, lorsqu'une bactérie vient s'accrocher très près de la cellule végétale, va reconnaître certains motifs des parois des bactéries. Et les bactéries, de façon ubiquitaire, ont toutes, grosso modo, les mêmes motifs. Donc c'est assez simple. Et dès que le récepteur membranaire de la cellule reconnaît une forme de sucre de la bactérie, ce qu'on appelle un éliciteur, à ce moment-là, ça envoie une information à la cellule qui va déclencher des sécrétions, évidemment, de défense, et en particulier les peptides antimicrobiens. Alors, évidemment, la série de défense va être assez complexe. Vous avez d'abord, dans le degré de défense, la sécrétion de radicaux libres, comme l'eau oxygénée, qui sont des dérivés de l'oxygène. Donc là, elle va en fabriquer. D'habitude, nous fabriquons toujours nos radicaux libres, mais on a des systèmes, des synthèses mutases, des enzymes qui tout de suite vont prendre ces radicaux libres, parce que c'est fulgurant au niveau des acides gras, par exemple, c'est destructeur au niveau des parois. La deuxième solution de défense, on l'a dit, c'est la fabrication de la callose, le béton armé, c'est-à-dire d'augmenter. Et la troisième solution en dernier, si ça n'a pas suffi pour arrêter l'agresseur, c'est la synthèse de petits peptides antimicrobiens, qui sont des petites protéines, pas très grosses, en général 12 à 50 acides aminés. C'est qu'une protéine, c'est qu'une succession comme un chapelet d'acides aminés. Et ces petits acides aminés se replient en forme d'hélice, une hélice comme un tire-bouchon. Et dans cette hélice, vous allez avoir une partie, par exemple la partie distale, qui est hydrophobe, donc qui va aller se réfugier dans la paroi de la bactérie, parce qu'elle, sa paroi à l'intérieur, elle est encore gras. Et l'autre partie du tire-bouchon, il est hydrophile, il aime l'eau, il est cationique, et donc il va s'accrocher aux ions, aux charges électriques à la surface de la bactérie. Et dans ces conditions-là, ces peptides antimicrobiens vont agir comme des détergents, donc faire exploser la membrane, ou faire un trou, c'est-à-dire qu'ils vont se réunir entre eux pour faire un trou. Et en faisant un trou, évidemment à ce moment-là, le potassium part à toute vitesse, c'est le blocage respiratoire de la cellule qui meurt très rapidement, en moins d'une minute. C'est vraiment... ces peptides antimicrobiens sont assez surprenants. Alors, ils ont été identifiés dans toutes les plantes et dans de nombreux tissus, comme les graines, évidemment, les racines, les tissus vasculaires, les feuilles. Alors, on cite, il en a 6-7 espèces, mais parmi les peptides antimicrobiens des plantes, on cite surtout les thionines, il y a les défensines, et puis il y a les protéines transfert de lipides. Voilà les trois essentiels. Et elles ont un spectre d'activité qui couvre la majorité des espèces bactériennes, des virus enveloppés, pas ceux qui ne sont enveloppés. Quand ils sont enveloppés, ils ont des formules extérieures reconnues par les récepteurs membranaires de la plante. Et des protozoaires. Donc c'est vraiment
c'est vraiment la molécule à tout faire. Et l'avantage majeur, c'est qu'évidemment, elles agissent sur des souches multirésistantes. Et comme depuis une dizaine d'années, c'est vraiment le grand problème émergent en Europe, aux États-Unis, dans le monde entier. C'est vraiment intéressant de pouvoir utiliser ces antimicrobiens qui peuvent agir sur des bactéries multirésistantes et dont les bactéries ne deviendront jamais résistantes. Parce qu'il faudrait qu'elles changent leur formule complète de membrane, ce qui est impossible, puisqu'elles sont construites toutes depuis des milliers d'années sur la même formule. Donc, ces peptides antimicrobiens agissent toujours. Alors, certains sont fort connus, car ils sont utilisés comme médicaments. Surtout, par exemple, dans les oreilles, dans l'œil, parce qu'évidemment, par la bouche, il y a quelques inconvénients quelquefois, d'autres inconvénients, et même, ils sont comme additifs alimentaires pour conserver les aliments, pour empêcher que les bactéries viennent. C'est l'anicine. Donc, les médicaments qu'on met dans les préparations pour l'homme, c'est la gramicidine S, il y a la polymyxine B. Depuis que j'étais jeune étudiant, j'ai toujours connu ces produits-là. Et donc, pour la conservation des aliments, vous avez l'anicine. Eh bien, depuis plus de 50 ans qu'on utilise ces 3 peptides antimicrobiens, on n'a jamais rencontré de résistance des bactéries pathogènes. Donc, la solution qu'on pourrait utiliser pour nos oliviers italiens, ça serait premièrement de trouver un peptide antimicrobien tuant Xylella fastidiosa poca italienne. Ça, c'est pas difficile à trouver. Une fois que vous l'avez trouvé, elle est donc forcément, ce peptide antimicrobien est sécrété par un gène. Il suffit de prélever le gène et de le transplanter dans les oliviers futurs. Il y a les premiers brevets en cours. Donc c'est une des solutions qui est envisagée. C'est une des solutions. Alors après, évidemment, vous connaissez les gens OGM, etc. Bon, ça... Parce qu'il y a une modification génétique... c'est une modification génétique qui est vraiment infime. Hein. Vous apportez un élément qu'elle n'a pas, un élément d'une plante qu'elle n'a pas, parmi, je sais pas... c'est une bactérie qui doit avoir au moins 3700 gènes. Vous en apportez un sur 3700. Le problème des OGM, c'est plus un problème environnemental qu'un problème de santé humaine. C'est évident. Hein. Bon. Nous mangeons tous les jours des plantes ou de la viande ou des animaux, donc qui sont constitués de chromosomes. Nous les digérons. Parce qu'un chromosome, c'est quelque chose de bête. Hein. C'est 2 raies parallèles. Chaque raie, c'est la succession d'un phosphate, un sucre, le désoxyribose, phosphate, sucre, désoxyribose. Et comme une échelle, les 2 montants, c'est que ça. C'est tout con, un chromosome. Et puis les barreaux de l'échelle, c'est des bases. Il n'y en a que 4, purine, enfin un TGC. A est toujours en face d'une T et G est toujours en face d'une C. Et évidemment, quand vous digérez, vous fracturez tout ça et vous assimilez que les éléments symboliques. Donc, quel que soit le gène, il est exclu évidemment sur la santé humaine qu'il y a un effet, d'ailleurs depuis le temps qu'on les utilise. Et quand on connaît le sens hygiéniste des Américains, on peut être garanti que la surveillance est bien faite. Le problème n'est pas le même au point de vue environnemental, et là je ne suis pas compétent. En dehors de ces peptides antimicrobiens, est-ce qu'il y a d'autres solutions encore qui peuvent être envisagées, ou qui sont déjà à l'étude? Oui, alors, je pense que on a 2 solutions
Une solution que je suis très sensible, c'est l'utilisation des bactériophages, qui sont des virus, qui ne s'attaquent qu'aux bactéries. Donc, toutes les bactéries qui existent, quelles qu'elles soient, pathogènes, pas pathogènes, toutes les bactéries du monde, chaque espèce possède son propre virus, son propre bactériophage, qui, comme la NASA atterrit sur la Lune, c'est exactement le même motif, ils ont exactement la même allure, avec leurs pattes, ils viennent atterrir sur la bactérie, et là ils envoient leur chromosome, soit ADN, soit ARN, à l'intérieur de la cellule, pour se reproduire. Là il y a deux solutions. Soit il est lysogène, c'est-à-dire qu'il va aller dans le chromosome se fixer, un OGM, et quand la bactérie, la plante va se reproduire, la bactérie va se reproduire, elle va multiplier, porter et multiplier ce virus. Et si un jour la condition n'est pas favorable, que la bactérie va être en train de mourir, avant, le virus est malin pour se dire « elle va mourir, elle n'a plus assez à manger, je me reproduis tout de suite à son intérieur et je la tue pour me libérer ». C'est ça le principe lysogène. C'est extraordinaire. Et puis vous avez des virus, des bactériophages qui sont plus directs, lytiques, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils rentrent dans la bactérie, ils la tuent directement. C'est-à-dire qu'ils se reproduisent, ils ne vont pas se fixer dans le chromosome, ils se reproduisent lors de 500, 600, ils font éclater la membrane et ils se répandent pour aller à d'autres, et ainsi de suite. Donc, d'ailleurs, je connais bien l'équipe polonaise et russe, pour des maladies humaines, et même des malades atteints de bactéries dont on n'a plus d'antibiotiques, ils utilisent depuis des décennies cette technique de phagothérapie, c'est-à-dire qu'ils utilisent des virus adressés contre certains types de bactéries. Ils ont conservé cette tradition, et maintenant, évidemment, on se rend compte qu'il va falloir la développer. Donc là, on pourrait très bien imaginer, si vous voulez, de trouver des virus adaptés. Effectivement, je crois en 2014, à Rennes, le chercheur Arhen, A-R-H-E-N, il a trouvé des xylophages, et des podophages, qui sont des virus qui s'attaquent qu'à Xylella fastidiosa. Et donc actuellement, il y a des essais en cours en serre pour éradiquer Xylella fastidiosa, et les premiers essais sont extrêmement intéressants. Après, ça c'est un échelon de recherche. Après, il faut faire ça à une échelle industrielle, donc réussir à convaincre des investissements, etc. Et à ce moment-là, vous aurez des gens qui fabriquent les antibiotiques qui se mettront dans vos roues, dans vos bâtons, etc. Bien sûr, hein. Vous avez après tout un ensemble de fabricants qui ne seront pas contents que vous ayez trouvé une solution alternative. La deuxième solution alternative, c'est d'utiliser la N-acétylcystéine. On la connaît bien, hein, nous comme médecins, c'est une molécule qu'on utilise pour ceux qui ont une infection pulmonaire avec donc un mucus à l'intérieur qui sont trop compacts et que la toux n'arrive pas du tout à ramener, on n'arrive pas à expectorer. Et donc on donne de la N-acétylcystéine qui rompt les ponts du sulfure au niveau de cette sécrétion muqueuse trop épaisse, qui le fluidifie et qui favorise. Et à ce moment-là, il y a des gens qui ont songé, évidemment, à réduire l'adhérence de Xylella fastidiosa dans les faisceaux du xylème en répandant par nuage de la N-acétylcystéine
de telle façon, au niveau du gel de la bactérie, ce gel qui bouche le tuyau, de le rendre plus fluide, moins solide, et de dégager, de débloquer. Et donc les premiers travaux sont là aussi intéressants. Il y a des essais qui sont faits sur la chlorose panachée des orangers. Et eux, ils introduisent les solutions par fertirrigation. C'est-à-dire, vous savez, c'est le goutte à goutte. On met dedans l'engrais, éventuellement le médicament, etc. Donc, dans l'eau, l'engrais, on ajoute maintenant la N-acétylcystéine. Dans les orangers atteints à Sao Paulo, au Brésil, et les premiers résultats sont extrêmement intéressants. Extrêmement intéressants. On ne dit pas que ça guérit tout, mais vous diminuez, et l'essentiel c'est de diminuer progressivement, de telle façon que ça soit de moins en moins colporté, et ainsi de suite. La troisième solution alternative, alors vous voyez que c'est des solutions extrêmement intéressantes. La troisième solution alternative, moi, là qui m'intéresse beaucoup, parce que j'ai travaillé beaucoup sur le langage des bactéries. Les bactéries se causent en permanence. Elles se causent pour dire on est combien. Si on est trop, qu'il n'y a pas assez de nourriture, il ne va pas falloir se reproduire. Ou si on est agressé, il va falloir s'organiser entre nous, donc sécréter les antibiotiques. Il va falloir aussi éviter que d'autres espèces bactériennes viennent les envahir. Donc il y a tout un ensemble de molécules sécrétées qui permet, quand elles diffusent, elles se comprennent. Ces molécules chimiques, c'est comme des mots. C'est de la communication. C'est assez impressionnant. Et donc, dans le cas de Xylella fastidiosa, quand elle se trouve dans la plante, que le milieu est différent, il y a quand même moins d'oxygène, etc. Le milieu est pauvre, hein, parce que bon, ce qui monte de la plante, c'est quand même plus de l'eau, hein, et quelques nutriments. Donc, elles ont intérêt à se réunir, à communiquer en disant, bon, on a changé de milieu. Avant, elles étaient dans l'insecte, ça allait bien, on mangeait bien, tout allait bien. Là, maintenant, on est dans un milieu beaucoup plus pauvre. Il faut qu'on s'organise. Comment elles s'organisent? C'est très simple. Elles forment leur gel. Elles communiquent entre elles. Voilà, on est là, on est tous d'accord. Qu'est-ce qu'on va faire? On est tous d'accord. Elles vont avoir un comportement associatif et toutes entre elles vont sécréter ce gel et se mettre à l'intérieur du gel pour ne plus subir les agressions et de telle façon que le peu d'aliments qui arrivent, il va, en circulant à l'intérieur des canaux de ce gel, va être déposé, elles vont être là pour le manger. C'est fabuleux. Et donc, moi j'utilise beaucoup ce langage des bactéries actuellement. Je fais même beaucoup d'études de sociobiologie, parce que c'est exactement superposable, évidemment, à l'homme, car vous allez avoir des bactéries qui ne veulent pas collaborer. Elles vont tricher parce qu'elles vont profiter du gel sans l'avoir fabriqué. Il va y avoir toutes sortes. Quelquefois, il y en a qui se sacrifient pour d'autres. Il y a tout un ensemble de jeux grâce à ces molécules chimiques de communication, ces véritables mots. Et en fonction de ça, elles vont pouvoir avoir un comportement spécifique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans le cas de Xylella fastidiosa? Il faut brouiller ce langage. Très simple. Donc, soit il faut empêcher que le mot qu'elles envoient y aille sur la cible, ou soit empêcher la sécrétion de ce mot, de cette molécule. Et donc, actuellement, on a des essais en cours qui sont quand même intéressants. Là, ça sera à plus long terme. Ce n'est pas dans l'immédiat, mais c'est vraiment à notre portée de main parce qu'on sait maintenant décrypter beaucoup de choses. La forme chimique des molécules et tout, on est arrivé vraiment à une très grande connaissance. Vous avez expliqué tout à l'heure que cette bactérie Xylella fastidiosa a été transmise aux plantes par les insectes piqueurs-suceurs de sève. Ces insectes qui deviennent
de facto parce qu'ils transportent des nuisibles. Est-ce qu'il existe des alternatives à l'utilisation de pesticides? Oui, il ne faut surtout pas utiliser les pesticides. Parce qu'on tuerait on ferait disparaître tout un écosystème que la plante a besoin aussi, évidemment. N'oublions pas que la plante vit grâce aussi à la biologie du sol, la relation entre les bactéries, les champignons, qui vont fixer l'azote parce que la plante ne peut pas. Lui donner l'azote, en retour, la plante, elle qui fixe le carbone pour faire du sucre, va apporter ce sucre aux bactéries qui, elles, ne peuvent pas les faire. Donc tout ça, c'est un monde complexe. Et donc, évidemment, on altérait gravement les écosystèmes, on est opposé à ça. Actuellement, c'est un peu dommage parce qu'on se concentre tout, ou soit sur la bactérie, les bactéricides, les antibiotiques, ou sur le vecteur. C'est-à-dire, le vecteur en Italie, il a un nom particulier, c'est Philaenus, spumarius, un nom qui n'est pas facile, qui est une cercope des prés, qui est donc, ou si on veut une cicadelle, et qui est un insecte suceur-piqueur de sève. Et c'est lui qui est responsable en Italie, en fait, du transport de Xylella fastidiosa aux oliviers, amandiers et lauriers. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire comme solution alternative si on ne veut pas utiliser donc des insecticides? Eh bien, il faut, au niveau Xylella fastidiosa, quand elle arrive chez l'insecte, contrairement aux autres bactéries, les autres bactéries pénètrent à l'intérieur de l'insecte, dans la lymphe, etc., circulent. Xylella fastidiosa ne rentre pas dans l'insecte. Pas du tout. C'est extraordinaire, c'est presque une symbiose. Elle reste à la partie antérieure de son tube digestif, qui est très particulier, il est recouvert de chitine. Quand vous prenez un coléoptère, sa carapace, c'est de la chitine. Eh bien, sa partie avant, c'est de la chitine. La chitine, c'est du sucre. Donc, Xylella fastidiosa, elle a des protéines qui sortent de sa membrane, les adhésines, qui reconnaissent les sucres de la chitine. Donc, elle s'accroche. Et elle va utiliser les sucres de la chitine pour se nourrir. Mais en se nourrissant, les bactéries ont des pouvoirs, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir faire des acides aminés ou des vitamines, que probablement la cercope elle le tolère, le fameux vecteur, la cercope des prés, le tolère cette bactérie parce qu'elle lui donne sûrement des avantages. Mais quand la cercope des prés va aller piquer, sucer, évidemment, ce simple accrochage fait qu'elle serait tout de suite expédiée. Donc il fallait trouver une solution. Elle a trouvé la solution dès qu'elle adhère. Là encore, avec des molécules, elle a dit aux copines, dis donc, on est à l'intérieur de la paroi supérieure du tube digestif d'une cercope des prés, on s'entend et on fait un biofilm. Ce ne sera pas la même caractéristique. C'est un biofilm qui va non pas se former en gel, mais en petites boules comme ça. De telle façon que quand il va vouloir piquer dans la sève, envoyer ses enzymes pour commencer à digérer, et respirer tout ça, et faire ça 2-3 fois ou 10 fois, le biofilm le plus élevé, avec la vitesse, va être expédié et entraîné directement à l'intérieur de l'olivier. Alors, là encore, l'alternative, c'est d'empêcher cette adhésion. L'empêcher ne veut pas dire tuer l'insecte, ni tuer la bactérie,
c'est pas le but. Hein, c'est pas le but. Et donc là, vous avez plusieurs solutions. Il y a des sucres avec des résidus d'acétylglucosamine qui sont ajoutés à des suspensions qu'on répand comme ça, par brouillard, hein, dans les oliveraies ou au-dessus des orangerais. Et à ce moment-là, elles saturent les adhésines, c'est-à-dire les protéines de la bactérie qui venaient s'accrocher à la chitine. Donc la bactérie croit que c'est la chitine, ne va pas pouvoir s'accrocher, ne va pas pouvoir faire son biofilm, et ne va pas pouvoir être transmise dans la plante, dans l'olivier. Il y a vous avez une autre possibilité qui est la glutine du germe de blé. Alors c'est une protéine aussi, c'est curieux, elle est avide de sucre. Mais elle, au lieu d'être avide de sucre, elle ne va pas agir au niveau de la bactérie, elle va agir au niveau de la chitine. Et donc, la glutine du germe de blé va venir sur la chitine, bloquer, empêcher l'adhésion de Xylella fastidiosa. Ces techniques-là ont été essayées. C'est pas 100%, c'est une diminution progressive des symptômes. Donc, si vous ajoutez toutes les solutions alternatives que nous avons vues avant, pas toxiques pour l'environnement, pas toxiques pour les cultures, pas toxiques pour l'olive que nous allons manger après. Si vous faites tout ça, il y a quand même beaucoup de solutions, pas très chères. Une dernière chose aussi qui m'étonne, par exemple, c'est que les cercopes des prés, ça vole pas loin, ça vole à 50 mètres. Mais le vent les transporte à 50 km. Et je ne comprends pas qu'on n'a pas financièrement, par exemple, c'est ce que j'ai dit pour les champs du Sud, mis des barrières grillagées, enfin de fines toiles pour pas que la cercope, des mailles de la dimension de la cercope, pour pas qu'elle soit expédiée chez les voisins, parce qu'on voit bien qu'il y a une progression. Il y a d'autres foyers maintenant à Brindisi, etc. Donc ça grandit. Et on sait très bien que le vent peut aller transporter très loin. Et ça a sûrement été le problème de la Corse que j'ai rencontré pour la fièvre catarrhale ovine.